Bonsoir, bonsoir la fête du stream. Est-ce que vous m'entendez bien comme d'habitude quand on fait un petit check son, hein? Puisqu'on a toujours des problèmes de son sur ce stream et que j'ai pas streamé depuis un mois et demi, donc si ça se trouve le son est pourri et depuis tout à l'heure vous m'entendez mal. Bonsoir, bonsoir. Alors Thomas, je redis, merci beaucoup pour le sub, Léna, merci pour le follow. Bonsoir Morgane, bonsoir Thomas, bonsoir Meredith et bonsoir aux personnes qui ne se sont pas encore manifestées dans le chat. Ça fait longtemps, comment allez-vous? Ça fait bien trop longtemps. Je me suis dit, je vais forcément fail de ouf sur ce stream. Ça fait un mois et demi que j'ai pas foutu ma tête sur Twitch. Parce que because la vie, because malade, because du travail. On va revenir sur tout ça. Comment allez-vous? Ah, ça fait plaisir, n'empêche. Et vous avez vu, par rapport au dernier stream, il est 20 heures passées et il fait jour. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça va et toi? Ça va super, Morgane, merci. Ça va. Ça va, c'est le printemps. Bah oui, Meredith, bon, je vais dire l'un ou l'autre. Le printemps, ça fait toujours plaisir. En plus, il fait beaucoup trop beau euh, pour un printemps. Il a fait un peu trop chaud le mois dernier, hein, même en début de mois de mai. Mais bon, il pleut pas assez là pour moi pour le printemps, mais on va faire avec. Je sais pas, le micro vous gêne dans le champ ou pas? Parce que je sais pas où le foutre. Maintenant que j'ai deux écrans, je suis une vraie streameuse professionnelle. J'ai un écran ici, un écran là. Je sais plus où foutre mon micro. Et j'ai toujours pas. En fait, je suis pas une vraie streameuse professionnelle parce que j'ai toujours pas de micro. Je sais pas comment ils s'appellent là, les mics qu'ils ont tous en hauteur. Anyway. Bon. Euh, Pourquoi la meuf était pas là? Il y a vraiment un problème avec le son. J'ai vu Thomas, tu disais Cyberpunk s'affichait, mais j'ai un souci, genre ça veut pas afficher les musiques. Voilà, là ça rebug. Ça s'affiche, ça s'affiche pas. On me voit plus. On va faire sans, c'est pas grave. Je referai l'overlay ou j'enlèverai ça, sinon ou alors je trouverai une autre solution pour la musique. Bon, quand même pour vous donner pensée printemps les amis. Pensée printemps les amis. Tout à fait. Et après le printemps vient l'été. Et l'été, c'est chouette. C'était une grande phrase philosophique. Bon, alors, que dire? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai cumulé beaucoup trop de préfaces à rendre pour les éditions Panini sur le mois d'avril. J'en avais 6, je crois, à rendre. J'ai évidemment eu la chance de choper une grippe le 1er avril et ce n'était pas une blague du tout. J'ai mis 2 semaines à m'en remettre parce que je suis trentenaire et donc j'ai un système immunitaire brinque-ballant maintenant. Voilà. Fut un temps où, avec une grippe, j'allais bosser, j'allais à la fac et je sortais. Là, j'étais juste au fond de mon pieu. Et je me suis mouchée pendant 2 semaines, donc c'était fantastique. Donc du coup, plein de choses quand même. J'ai bossé, j'ai aussi cherché du boulot parce que je cherche un CDI et le marché de l'emploi est en enfer actuellement. Anyway, donc déjà on va faire un petit point sur mon actu. Voilà. Bam bam bam. Donc vous avez dû en entendre parler. Parce que je crois que j'en ai parlé sur un de mes derniers lives de toute façon. Mais donc, c'est une année consacrée à mes préfaces, je crois, 2025. Voilà. Euh, Moi, je dis ça, je me vante de ouf là, mais en vrai, c'est un travail qui demande beaucoup d'humilité parce que quand on sait que les auteurs et les autrices en l'occurrence, parce que j'écris que pour des titres écrits par des femmes, voient le truc, le lisent et le valident ou pas, bon voilà, la pression. Donc, nous avons en juin, mois des fiertés, l'excellent New York, New York de Marimo Ragawa qui va sortir. J'ai fait la préface j'ai fait les préfaces pour les 2 volumes de 400 pages et des brouettes qui vont sortir. Voilà. Les éditions Panini ont récemment annoncé également qu'ils allaient publier plusieurs ouvrages d'Akimi Yoshida, autrice de Banana Fish et de Yasha en France. J'ai donc préfacé Eve no Nemori qui s'appellera Le Sommeil d'Ève en français. J'ai rendu la dernière préface lundi. Voilà. J'en avais 3 à faire.
C'était beaucoup de boulot parce que j'ignorais hein, qu'un jour j'allais faire ça dans ma vie, mais je me suis tapé des bouquins d'histoire de la mythologie polynésienne pour écrire les préfaces. Voilà, c'était un peu beaucoup de boulot. J'ai aussi fait pas mal de travail d'étymologie pour les termes utilisés et tout. Bref, ça a été un peu compliqué au niveau de la mise en marche du boulot, mais en vrai, c'était super intéressant et je suis très très contente. Donc ça, il sort quand? Premier volume cet été, sans plus de précision pour le moment. Même moi qui ai écrit les préfaces et qui va recevoir le bouquin en avance, je ne me souviens pas. Euh, je regarde un peu, j'ai vu que tu avais fait celle du poème du vent et des arbres, tellement hâte de cette sortie. Tout à fait Morgane, je vais vous raconter un peu parce que c'est vrai que ça je vous l'avais pas dit à l'époque parce qu'on n'avait pas encore les validations de Keiko Takemiya. Je vais vous en parler juste après ce début de point actu, mais oui, je fais les préfaces du poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya, je suis trop contente. Meredith, j'ai prévu d'acheter New York, New York, c'est une réédition, c'est ça, tout à fait Meredith, c'est une réédition. Ça vaut extrêmement le coup et il y a un très joli coffret qui est prévu. Est-ce que j'ai pas mis de photo du coffret, mais il y a un très très beau coffret qui va sortir avec en plus et genre vraiment chef-d'œuvre absolu du Boys Love. Ça raconte l'histoire d'un couple d'hommes du coup à New York dans les années 90 à l'époque du sida notamment et de toutes les discriminations qu'il y a autour de ça. Et sur les préfaces je me suis attardée sur l'histoire des droits homosexuels gays en l'occurrence aux États-Unis. Donc voilà. Putain, j'ai la musique de Devilman Crybaby dans la tête, c'est un bonheur absolu. Donc j'ai fait les préfaces de Sommeil Dev. J'ai aussi fait les préfaces de Sakura no Sono qui va être nommée la Cerisay en français parce que c'est notamment tiré et inspiré, c'est écrit là, d'une pièce de Tchekhov qui s'appelle La Cerisay. Il y a beaucoup de liens avec ça. Donc évidemment dans ma préface, c'est un récit en un volume. Dans ma préface, j'ai parlé de ce lien avec l'œuvre de Tchekhov, mais aussi tout ce que raconte Akimi Yoshida autour du passage à l'âge adulte, etc. J'ai aussi travaillé sur un de mes titres préférés de cette autrice, Lover's Kiss, qui sortira en one shot, je crois, ce sera un seul volume. Donc j'ai aussi eu à me taper la préface de ça. Enfin, je dis me taper, j'étais très contente de le faire hein, parce que c'était trop bien. Donc parler des influences autour de ça, de comment ce titre est en fait le premier titre qui va enclencher la trilogie Kamakura dont parle Akimi Yoshida et qu'elle a continué avec Kamakura Diary et qu'elle continue avec son dernier titre dont j'ai oublié le titre. Ne m'en voulez pas. Donc j'ai fait la préface de ça aussi. J'ai fait les deux préfaces d'une autre de mes séries préférées d'elle qui est Kishotenyo. Donc là c'est pareil, j'ai dû écumer un peu, travailler. Vous allez rire. Je me suis tapé une pièce No en entier. Je vous montrerai un peu des images si vous voulez après. Pour écrire les préfaces, j'ai fait aussi de l'étymologie. En sachant que la pièce No en l'occurrence je crois qu'elle date du XVIIe siècle. Donc bonjour la galère. Mais très intéressant au demeurant. Donc voilà, c'est un titre très féministe, très intéressant sur comment une jeune fille va en quelque sorte prendre sa revanche sur la vie et sur des violences qu'elle a subies. Et donc c'est un titre vraiment assez vindicatif envers les hommes, en même temps très réfléchi sur la manière d'aborder la socialisation des femmes dans la société patriarcale. Bref, super cool. Et évidemment, le chef-d'œuvre absolu, le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya. L'annonce a été faite il y a très peu de temps. Ça date de quand? D'une semaine. Naban a annoncé que c'était moi aux préfaces. Voilà. Très contente. J'ai même pas lu. Oh oui, il y a des gens qui ont mis de gentils commentaires. Merci. Donc voilà, donc je travaille sur cette série en 10 tomes. Il y aura des préfaces normalement sur les 10 volumes, à moins qu'on ait des problèmes de budget avec Naban. Ce que je comprendrais tout à fait de toute façon, mais bref, on verra. Mais normalement, de toute façon, je signe mes contrats par préface justement pour éviter tout problème à ce niveau-là. Pour vous resituer, pour les personnes qui ne connaissent pas, le poème du vent et des arbres est considéré comme un des premiers boys love de l'histoire du manga. Paraît pour la première fois en 76, je crois, dans le Besatsu Shoujo Comic ou le Betsukomi, je ne sais plus, j'ai un doute. C'est écrit peut-être dans l'article?
Shoujo Comics, c'est ça. Et après, ça est paru dans Petit Flowers. C'est un récit assez difficile. Je mets des gros trigger warnings pour les personnes qui voudraient se lancer dedans. Ça parle d'inceste, de racisme, d'addiction, de violence sexuelle, de violence psychologique. Euh, mais c'est un récit qui est très très beau, qui aborde avec beaucoup de justesse les traumatismes en fait engendrés par différents types de violences. Je suis très très contente de bosser dessus parce que j'adore Keiko Takemiya, que j'adore ce titre qui m'a fait pleurer des larmes et des larmes. Donc bref, voilà, trop cool. 10 volumes, ça va être beaucoup de travail. Et on aura l'occasion de reparler de tout ça un peu plus tard dans l'année, dans le courant de l'été. Je vais pas développer trop aujourd'hui. Et donc, pour les personnes qui peut-être vont sur mon site, j'ai mis à jour le site. J'ai toujours pas les visuels pour ces 3 titres de Yoshida. Mais voilà, si vous voulez retrouver tout ça, c'est en ligne sur mon site et je verrai si je peux pas faire un post sur les réseaux sociaux aussi pour en parler. Voilà pour ma petite actu. Rien de ouf en soi, mais enfin, pas peu fière quand même. Même si ça fait beaucoup de travail et que euh, ah super, j'ai un bot. Je sais jamais comment on supprime les bots. Bon, tant pis. Et j'ai toujours pas de modo, évidemment, parce que ça sert à rien d'avoir des modos quand on n'est pas assez nombreux. Bref, ce message restera là le temps que vous parliez dans le chat. Donc voilà pour ma petite actualité manga pour le moment. J'ai trop hâte que les titres sortent, j'ai trop hâte de vous en parler. Merci Meredith, je suis trop trop contente. Euh, j'ai pour le moment pas d'autres projets de série. Donc donne la recette de la tarte à la fraise. La recette de la tarte à la fraise. J'ai pas la rêve, je crois. Euh, Donc voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte que les titres sortent. J'ai trop hâte qu'on me les envoie gratuitement aussi. J'avoue, c'est un petit bonheur de... Ah, je parle au bot. Ah, ok. J'ai trop trop hâte de les recevoir et de pouvoir vous en parler plus en avant, de manière peut-être un peu plus détaillée. De peut-être avoir des titres au club de lecture parce que je pense que ça peut être intéressant. Voilà, sachant qu'on a un titre d'Akimi Yoshida au club de lecture sur juillet-août qui est Kamakura Diary du coup. Et que sur octobre et novembre, ce sont les membres du club qui décideront ce qu'on lit par voie de sondage. Donc du coup, feel free to rejoindre le club de lecture. On n'y lit que des femmes mangaka. Et si vous voulez le lien, et ben, il suffit de m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux parce que je veux pas n'importe qui, donc je veux surveiller qui vient sur ce CDL. Voilà, voilà. Du coup, bam, bam, bam. Attendez, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Je fais n'importe quoi. Bla bla bla. Du coup, on va passer au bilan culturel qui, vu tout le travail que j'ai, comment dire, effectué ce dernier mois et demi, a fait que j'ai pas vu trop de films, j'ai pas vu des masses. J'ai pas lu des masses de trucs, j'ai pas vu des masses de trucs, j'ai surtout vu beaucoup de documentaires parce que j'aime bien avoir un bruit de fond quand je bosse, donc du coup c'est le truc que j'ai poncé, ça, et les lives de Clément Viktorovitch. Parce que c'est bien Clément, on met un live, ça dure 3 à 4 heures, ça occupe bien les oreilles quand on travaille, moi je trouve ça parfait. Puis j'ai l'occasion de péter les plombs sur certaines dingueries parce que l'actualité est quand même assez incroyable cette année. Je sais pas ce que vous en disiez, hein, mais la saison politique 2025 est assez incre. Voilà. Donc, blam, 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 blam. On va commencer par les films. Si je retrouve ma page. Parce que, évidemment... Ça plombe pas mal, ouais. Gros banger cette saison. Non, franchement, moi, je pense que c'est mieux qu'on se le dise.
c'est mieux qu'une saison d'House of Cards. Et j'ai jamais vu House of Cards. Mais je suis sûre que House of Cards n'a jamais fait des choses aussi incroyables que ce qu'on a nous. Ça se trouve pas du tout. Mais c'est quand même assez incre ce qui se passe. Euh, Donc voilà. Mais bon, on parle pas trop de politique ici. Mais on se sait. On se sait. Donc, au cinéma. Je ne suis allée au cinéma qu'au mois de mars, pas du tout au mois d'avril. D'avril, 1, 2, 3. J'ai vu ce banger absolu. Je vous avais parlé lors de mon bilan culturel de 2024, je crois, du premier volume de Creation of the Gods, un blockbuster chinois. Et bah, le deuxième épisode est toujours aussi incroyable. Les effets spéciaux sont toujours aussi stylés. Il y a quelques trucs qui sont hyper attendus dans le scénario, mais genre balèque parce que juste c'est du grand spectacle et c'est hyper fun. Vraiment, encore une fois, parce que j'en ai déjà parlé lors du bilan culturel, je vous recommande à fond cette série de films si vous aimez la fantasy, si vous aimez le cinéma chinois, si vous aimez les trucs d'action. C'était trop chouette. Franchement, j'ai passé un super moment. Bon, comme d'hab, j'y suis allée toute seule. Mais j'adore aller au cinéma toute seule. Mais c'était trop, trop bien. Et je sais pas si on peut voir ce film sur des plateformes ou quoi, mais allez-y, quoi. Les yeux fermés. C'est trop bien, je trouve. Après, ça a des faiblesses, hein, qu'on s'entende. Mais genre, j'ai trop kiffé. Vraiment. Et, bon, il y a toujours cet acteur que je trouve très beau, qui, dans cet épisode, est couplé avec cette actrice. Et merci, le ou la directrice, directeur, directrice de casting. C'était très agréable sur écran. Voilà. On refuse pas. Enfin, moi, je refuse pas. Voilà. J'avais un homme que je trouve beau, une femme que je trouve belle. Que demande le peuple? Bah, pas grand-chose d'autre. Donc, bref, allez voir Creation of the Gods. Je peux pas trop vous donner de détails, en fait, sur l'épisode 2 si vous avez pas vu le 1. Et comme j'ai déjà parlé du 1, voilà. Mais gros, gros banger. Je me suis revue parce qu'il est arrivé sur Netflix Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, que j'avais adoré au cinéma quand il est sorti en 2023, je crois. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce film. Je sais qu'il a l'air assez clivant parmi les fans de Hayao Miyazaki. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. Je le trouve trop bien. Je le trouve très différent de ses autres films, mais en même temps pas si différent. Il y a toujours ce côté un peu fantastique, très coloré, toujours une critique bah, de la guerre, du totalitarisme, etc. Et c'est un film qui est bourré de références. Pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, en gros, c'est inspiré de la vie réelle de Hayao Miyazaki. Et, enfin, inspiré. On sent, en tout cas, quand on regarde le film, qu'il y a des inspirations, parce qu'il a vécu cette période, mais c'est aussi, et surtout, inspiré du roman Et vous, comment vivrez-vous, que je vous avais présenté dans mon bilan 2024, qui, en gros, est un roman de formation qui sort juste avant juste avant la Deuxième Guerre mondiale au Japon, et qui avait pour objectif de développer l'esprit critique des enfants. Et tout ce qu'il y a derrière ce film, c'est on suit cet enfant qui vit au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sa maman meurt au tout début du film, elle est décédée. Et il doit apprendre à se reconstruire avec ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque son papa travaille dans l'armement. Il épouse en deuxième noces la sœur de la daronne de Mahito, le gamin. Chelou. Et lui vit très très mal cette période, a besoin de faire son deuil, etc. Donc, enfin, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé super. J'ai trouvé que c'était un, un film très spirituel, comme d'habitude avec Miyazaki, avec des couleurs magnifiques, des décors magnifiques. Euh, et quelque chose. Bah, moi, j'ai pas trouvé que le film était critique. J'ai beaucoup aimé Garçon et Héron et j'ai pas compris toutes les mauvaises critiques.
Morgane, j'ai pas compris les critiques non plus sur ce film. Mais j'étais allée au cinéma avec mon compagnon et lui, il a pas du tout aimé quoi. Et il y a plein de gens aussi qui ont dit qu'ils avaient pas compris le film et bon, je suis personne pour. Merci Salima pour le follow. Bienvenue. Euh, J'ai pas compris les critiques non plus. J'ai pas. Bref, moi j'adore ce film. Je suis très contente de l'avoir revu. J'adore les musiques de Joe Hisaishi. Enfin, je sais pas, j'ai rien à dire dessus si ce n'est que j'étais trop contente de le revoir. Voilà. Euh, je suis allée voir au cinéma le documentaire de Shiori Ito. Euh, Merci Meredith pour l'abo. Mon truc d'annonce d'abonnement bug toujours. Ah non, ça y est, j'ai enfin le gif d'abo qui s'affiche. Trop bien. Bah merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Merci. 1, 2, 3, je disais quoi? Je suis allée voir Black Box Diaries de Shiori Ito. Euh... Comment vous expliquer Black Box Diaries? C'est un film documentaire filmé un peu sous forme de vlog dans lequel Shiori Ito va documenter sa bataille judiciaire euh, pour faire condamner son violeur, tout simplement. Euh, Faut savoir que le film n'est pas sorti au Japon. Il a trouvé aucun distributeur au Japon. Il a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur documentaire. Et je pense que c'est un film indispensable à voir. Euh, on a eu l'occasion au club de lecture, on s'est fait une petite session où on s'est tous dit qu'on allait voir le film et qu'on allait en discuter ensemble. Et il y a des choses qui sont ressorties qui sont très intéressantes. Déjà, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Parmi les hommes qui ont vu le film et qui ont participé à la discussion, ils ont dit que le film leur avait permis de vraiment mieux comprendre ce qui se passe dans la psyché d'une personne victime de violences sexuelles, surtout d'une femme. Et qu'en ça, ils trouvaient que le film était important. Et le film est aussi important pour comprendre à quel point cette femme s'est battue pendant près de 10 ans pour faire valoir son cas et ce qu'elle a vécu. On la suit dans sa reconstruction, dans son traumatisme. Je pense qu'Arte va racheter les droits. C'est vraiment un film que je vois bien passer sur Arte, mais on verra. Mais en tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma, essayez de le trouver pour le voir parce que c'est hyper important. Et cette fille, en plus, elle est journaliste, mais vraiment, genre, regardez les interviews qu'elle a faites, regardez comment elle parle de ce qui lui est arrivé, parce qu'en fait, c'est incroyable. Elle parle du coup de ce viol qu'elle subit. Elle a des preuves vidéo, elle a des témoins, elle a des gens qui sont prêts à l'aider pour témoigner pendant le procès. Rien n'est dit, rien n'est sûr parce qu'elle sait qu'elle est au Japon, qu'elle aura certainement pas gain de cause. Euh, et son affaire fait grand bruit parce que c'est un proche de Shinzo Abe, Premier ministre, a été assassiné il y a quelques années, maintenant 2 ans peut-être, qui est bah, le violeur, hein, disons les mots. Va falloir que je censure ça si je mets sur YouTube. Ouais, bon, de toute façon, je fais pas de thunes sur YouTube, c'est pas grave. Euh, et, euh, et on parle en fait de son affaire à la diète au Japon, c'est le parlement en quelque sorte japonais. Elle a écrit un livre aussi qui a fait beaucoup de bruit au Japon, mais voilà, qui s'appelle Black Box aussi. Et en fait, la Black Box, bah, c'est toute l'omerta qui est autour des violences faites aux femmes, des victimes, etc. C'est un film qui est très touchant, mais qui est très dur. Enfin, moi, je sais que j'ai pleuré tout le long du film, déjà parce qu'il y a des choses auxquelles je relate, et je pense que beaucoup de femmes vont relate au vécu de Shiori Ito. Et je pense que c'est important de le voir pour la soutenir parce qu'en fait, son film a été diffusé dans plein de pays du monde et surtout beaucoup de pays en Occident. Et au Japon, il est laissé lettre morte. Voilà. Donc, je vous surconseille Black Box Diaries de Shiori Ito. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui l'ont vu, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça génialissime en termes
de mise en scène en plus, parce qu'en fait, elle se documente, mais on est vraiment dans un format vlog, et c'est assez perturbant quand on a l'habitude de voir des docus, de là, être face en fait à un vlog documentaire où elle va se filmer dans les moments les plus difficiles de son parcours, en fait. Et c'est très touchant, vraiment. Merci pour ce film. J'ai ensuite vu au cinéma lire Lolita à Téhéran. J'ai beaucoup hésité à vous le présenter parce que en sortant du Cinoche, j'ai vu qu'il était produit en partie par l'État d'Israël. Et en même temps, le film est hyper important parce qu'il parle de l'histoire vraie de Azar Nafisi, femme iranienne qui va vivre je crois pas qu'on appelle ça la révolution, mais bref, elle est prof de lettres et de langue anglaise et de littérature anglaise en Iran, à Téhéran. Et malheureusement, les répressions en Iran vont faire qu'elle va arrêter son travail. Elle va le former en fait avec d'anciennes élèves une sorte de groupe de lecture où elles vont lire différents ouvrages pour garder un esprit critique et réussir à se battre par la pensée, etc. Le film est super. J'ai adoré. La mise en scène n'est pas particulièrement intéressante, mais on s'en fout parce que le propos est super intéressant. C'est très soror. Féministe sans dire le mot aussi. Et oui, bah, je vous le recommande, mais du coup, je pense qu'il passe plus au cinéma de toute façon. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et c'est avec une actrice que j'aime beaucoup qui est Golshifteh Farahani. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais j'adore cette fille. Et c'est justement une Iranienne qui s'est exilée en France et en Occident avec les répressions qu'il y a en Iran. Donc très très bien aussi. J'ai vu cette merde. Alors, j'ai pas vu l'original qui est sorti au cinéma et qui fait 2 heures de moins. C'est quoi? En fait, c'est la version Director's Cut du film Justice League qui est sorti en 2019, je crois. MDR. Non, mais vraiment. Alors, je l'ai pas vu en noir et blanc parce que je sais qu'il existe une version noir et blanc. Je ne l'ai pas vu en noir et blanc. Je vous donne le contexte. Comme pour Matrix 4, mon pauvre amoureux, c'est lui qui m'a proposé qu'on voit ça. Je savais que ça allait pas me plaire. On l'a vu en 2 fois et on s'est vraiment fait chier. J'ai compté, on s'est fait un jeu, on a compté le nombre de ralentis qu'il y a dans le film. On est à plus de 200 ralentis. Plus de 200 ralentis sur 4 heures de film, sachant qu'il y a près de 135 ralentis sur seulement 1h30 de film. Je vous laisse imaginer sans les ralentis. Est-ce que ça aurait duré 4 heures? Je ne crois pas. Salut Matoshora, tu arrives au bon moment. Bref, j'ai pas aimé le film. J'ai trouvé ça... Je vois l'intérêt qu'il peut avoir, etc. Juste... comment elle s'appelle, Gal Gadot, je trouve que c'est une des pires actrices de sa génération. Je trouve qu'elle a un jeu horrible. Ça parle de quoi? Pas de la Justice League en fait. C'est Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash. Y a qui d'autre? Cyborg. Non, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le gars à moitié cyborg? J'ai oublié le nom. Si dans le chat vous savez, n'hésitez pas. Mais bref, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça bien long. Après, voilà, j'ai pas vu la version originale. Juste, en fait, je sais pas si j'ai pas aimé parce que ça a un peu cassé mon souvenir du dessin animé de la Ligue des Justiciers, que j'adorais quand j'étais gosse. Mais genre, je sais pas,
je pense que mon désintérêt pour les super-héros est tellement profond et énorme à cause du MCU que même les super-héros de DC qui ont tendance quand même à être mes préférés, euh, ben j'accroche pas. Et voilà. Les Avengers version DC. C'est Cyborg le Cyborg. Oui, bah oui, pourquoi est-ce que je cherche un nom? C'est Cyborg. Euh, Ceci dit, Cyborg, très bon personnage, je trouve hyper intéressant. Euh, les Avengers version DC Comics avec une symbolique religieuse et une iconisation des héros qui veut s'écarter des adaptations MCU. Pour le coup, Thomas, ouais, je suis d'accord, on sent bien qu'ils essayent de s'écarter de ça. Et DC, je trouve ils ont toujours eu un côté assez sombre quand même. Par rapport à peut-être Marvel qui est peut-être un peu plus pop, pas dans le sens populaire, hein, mais dans le sens. Je sais pas exactement comment le dire, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un peu plus. Je sais pas, coloré, souvent un peu plus fun, etc. Euh, je trouve que les acteurs sont toujours plutôt très bons dans les DC. Juste, 4 heures c'était long et en fait j'ai trouvé, alors peut-être que je suis la seule à penser ça, mais que ça aurait été genre tellement mieux si ça avait été une série. Parce que comme le film est pas hyper bien rythmé, euh, ben il y a des fois où il y a des moments de cliffhanger à même le film qui aurait pu être genre hyper bien amorcé si ça s'était coupé en épisodes, genre je sais pas, peut-être des épisodes d'1 heure ou de 45 minutes, mais je pense que j'aurais beaucoup plus accroché si ça avait été sous un autre format. Et c'est comme ça. Voilà, c'est pas grave. Euh, j'ai pas aimé. Au moins, je l'ai vu et je pourrais dire j'ai vu la Snyder's Cut. Voilà. Je préfère avoir mis 4 heures là-dedans que dans Philosophy of a Knife, que je ne vous conseille pas du tout d'ailleurs. C'est un film expérimental absolument horrible, mais que j'avais vu quand j'étais au lycée. Et je me dis, c'est 4 heures que j'ai mieux fait de mettre là-dedans qu'à l'époque, j'ai mis dans un film expérimental chelou as fuck. Donc pas grave, c'était 4 heures où, ceci dit, on s'est bien marré quand même. Il y avait des moments assez drôles. Et en vrai, niveau effets spéciaux et trucs comme ça. T'as goûté, tu peux dire que t'as pas aimé. Bah voilà, c'est ça. Et de toute façon, je regarde toujours les trucs avant de dire pourquoi, enfin, que j'aime ou que j'aime pas. Raison pour laquelle je suis actuellement en pleine souffrance parce que je regarde la nouvelle adaptation de La Rose de Versailles qui est arrivée sur Netflix le 30 avril et qui est absolument une horreur à regarder et écouter aussi. Je suis à 35 minutes et je n'arrive pas à m'y remettre. Mais je vais le regarder pour pouvoir vous donner mon avis dessus, histoire d'être un peu objective, quoi. Mais c'est pas grave, parce que la Justice League a fini mon mois d'avril de manière pourrie. Mais, non, mon mois de mars, du coup, pourri. Mais non, je n'ai plus Netflix, j'ai pas pu le regarder, c'est si horrible. L'adaptation de La Rose de Versailles, Morgane, euh, si tu as lu le manga, tu seras forcément déçu, je pense. Et si tu n'as pas lu le manga, ne commence pas par cette adaptation. Voilà. Maintenant, j'ai pas fini le film, donc on en reparle au bilan culturel du mois de mai. Mais je pense que je vais pas accrocher du tout. Parce que je suis une over fan de La Rose de Versailles et genre là je suis ouais, déçue. Par contre c'est très joli hein. Mais voilà. Mais c'est pas grave parce qu'en avril, du coup, Justice League, j'ai vu ça genre le 30 mars je crois. Bon, bof, après un mois de cinéma plutôt agréable. Et en avril, je n'ai pas vu le film, j'ai surtout regardé des docus et des chaînes YouTube, mais j'ai vu une série que je voulais voir depuis si longtemps. Alors je crois que ça va très mal s'afficher. Oui, ça s'affiche extrêmement mal. Attendez, je vous décale ça. C'est une catastrophe. Allez, je fais la manip, hein. J'ai regardé Trigun Stampede. Quel bijou. Mais quel bijou. Genre, vraiment quel bijou. Alors, je vous explique. Ça fait 2 ans que cette nouvelle adaptation est sortie. Je ne voulais pas la regarder parce que je voulais lire le manga. Je n'ai à ce jour toujours pas lu le manga. Et je me suis dit, anyway, je vais me mater cette nouvelle version de Trigun. Du coup, j'ai ni lu le manga, ni vu les premières adaptations. Kiff absolu sur cette série. Genre vraiment, je pense que je vais pas tarder même à me la refaire. Ça m'a fait, comment vous dire, l'effet qu'a pu me faire à l'époque euh, Devilman Crybaby en fait. Que Thomas, je crois que tu m'avais beaucoup conseillé. Attendez, j'allume une petite lumière. Est-ce que c'est mieux? Euh,
Parce que... Bref, c'est incroyable. Et je me suis dit, euh, je ne sais pas vous décrire ce que ça m'a fait. Du coup, je vais vous montrer la bande-annonce. Voilà, si ça vous convient. Comme ça, euh, comme ça, on est tous ensemble au même niveau. Voyez? Alors, je vais juste installer l'écran. Oh, ça va être trop grand. Je vais être obligée de le mettre comme ça, je pense. Pour les personnes qui n'auraient pas vu Trigun. Oh, c'est fort! Attendez, là, ça ne va pas du tout! Je vous remets ça correctement. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Oh, la cata! Attendez, je vais réduire l'écran. Occupez-vous. J'ai pas vu la nouvelle adaptation, mais la première, c'est tellement de la nostalgie. Bah écoute Thomas, moi je suis extrêmement conquise par cette adaptation. Vraiment. Alors attendez, j'essaye, je recadre mon écran là. Parce que je l'avais mis très grand pour pas que vous voyez mes onglets. Mais du coup là, vous voyez plus rien du tout. C'est moche. On est toujours sur un stream extrêmement professionnel, hein, vous constaterez. J'aurais dû mieux faire mon job, hein. C'est honteux. Si je mets comme ça. Comme ça. Grand moment de streaming. Non mais je vous jure. La meuf est trop forte. Ok, c'est Bouen. On y est. Non mais c'est bien comme ça, vous voyez les dessous du stream. Bon, peut-être le son va être très... Qu'est-ce que je fais? C'est terrible. Au secours, la meuf est pas douée. Vous voyez tout l'écran? Oh, ça se trouve, ça va pas du tout, toujours. Est-ce que je le laisse en petit? Oh, le doute m'habite. Hop, je vous le mets là. Si son est trop fort, baissez chez vous. Je vais le laisser en petit. Non mais je vous jure, l'orga de la meuf, c'est chaotique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'ai ouvert? Mais non. C'est parti. Ah! Pardon. J'ai eu un léger orgasme. Voilà. Juste absolument génial. Genre vraiment absolument génial. C'est trop beau. Je veux pas vous spoil des trucs ou quoi, mais genre... C'est trop bien. En plus, j'adore l'ambiance. On est sur une ambiance genre qui mélange un peu Dune, Mad Max. Ouais, c'est ça en vrai. Dune, Mad Max. C'est sur Crunchyroll, si vous voulez le voir. Il y a le doublage est excellent. La musique, je suis une immense fan de musique d'animé. Genre, j'ai une playlist que de ça et je pense que ça fait partie des trucs que j'écoute le plus. La musique de Trigun. Aïe, 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 les gars. Là, le thème que vous entendez dans la bande-annonce, j'ai dû l'écouter 120 fois depuis que j'ai vu la série.
C'est magnifique. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé beaucoup de rotoscopie pour la réal, mais genre vraiment, c'est pas gênant du tout. Les couleurs sont incroyables. Et donc là, on est sur 12 épisodes, je crois, et on n'a pas la fin. Enfin, on n'a pas la fin. A priori, ils vont faire une suite. Voilà. Parce que Trigun, je crois que l'histoire principale, c'est 3 tomes, et après, il y a genre une série qui suit. Je sais pas, je me suis pas encore plongée dedans. Euh, Juste, c'était trop bien. C'était trop bien, et j'ai trop envie de le revoir. En fait, j'adore les personnages. Je trouve que Vache, il est... Je l'aime trop. Ça m'a fait monter les larmes à plusieurs reprises. Genre, vraiment, j'ai... Petit bonheur. C'était trop cool. Je suis trop contente. Genre, vraiment... euh, ça fait plaisir. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous présente les 2 chaînes YouTube que j'ai le plus vues ces 2 derniers mois? On va peut-être faire ça. Euh, Comment ça s'affiche, du coup? Attendez. Ouais, ça va. On va décaler ça. Vous avez absolument pas besoin de voir mes propres abonnements. Voilà. Donc, sous les conseils de mon amie Chloé, complément shoujo, j'ai un peu saigné la chaîne de H, chaîne qui parle essentiellement de jeux vidéo. Et je suis pas toujours d'accord avec toutes ses analyses. Mais alors, sa vidéo sur l'obsession trans est super intéressante. J'ai adoré sa vidéo sur les open world, trop intéressante. Et elle fait beaucoup de vidéos en fait qui mélangent des sujets de société avec le jeu vidéo. Et je crois que c'est la seule chaîne de jeux vidéo, genre vidéo essai, que je regarde. Euh, Genre vraiment passionnant. Allez la suivre. Euh, C'était trop cool. Genre vraiment. J'aime trop ce qu'elle fait. Et en plus, c'est hyper bien réalisé. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais elle a une réal de ouf sur ses vidéos. Genre, chapeau, meuf, bravo. Donc H, et j'ai beaucoup regardé aussi de vidéos de Histoire Crépue. Ça fait 2 ou 3 ans, je crois, que je suis la chaîne. Mais là, je me suis vraiment mise à jour sur plein de sujets qui pouvaient m'intéresser, notamment sur des questions, la question du déboulonnage des statuts, etc. Bref, j'ai passé énormément de temps sur sa chaîne à lui. Donc, bah, si vous connaissez pas, c'est une chaîne qui parle de colonialisme, décolonialisme, néocolonialisme, euh, et donc d'histoire très intéressante. J'ai entendu parler de sa dernière vidéo sur l'obsession trans, je vais la regarder. Franchement, je la trouve super bien, m'avait dit cette vidéo. M'a fait remettre en question plein de trucs, remettre en perspective plein de trucs aussi, et je la trouve très très réussie. Je vous la conseille. H très cool. Même si, encore une fois, il y a d'autres vidéos sur lesquelles il y a des sujets sur lesquels je suis pas d'accord avec elle, mais dans l'ensemble, elle a des analyses hyper pertinentes. Super chaîne, Histoire Crépue. Franchement, j'adore Histoire Crépue, je le trouve trop intéressant. Et je crois qu'ils sont. Enfin, ils ont l'air de se développer en tant que média. On sent une vibe conservatrice dans tes abonnements YouTube. Ouais, de ouf. Je suis grave une meuf d'extrême droite, moi. Donc, oui, Histoire Crépue. Du coup, en fait, en ce moment, je m'intéresse beaucoup et je cherche parce que je suis en train de me poser pas mal de questions sur mon histoire familiale. Parce que euh, mon grand-père est tunisien, euh, et j'ai toute une branche de ma famille en fait qui est tunisienne et qui a vécu la décolonisation de la Tunisie dans les années 50. Et c'est une partie de l'histoire du décolonialisme et de ma vie, de ma famille en fait, que je ne connais pas du tout. Du coup, je cherche une vidéo là-dessus. Là, je l'ai pas trouvé encore. Enfin, j'ai pas trouvé de truc hyper bien foutu là-dessus. Mais du coup, en faisant ces recherches, je me suis dit, tiens, je vais aller replonger dans la chaîne d'Histoire Crépue. Et du coup, vu des trucs trop cool, il a notamment sa vidéo là sur Frantz Fanon, dont je pense que je vais aller voir le film qui est en ce moment au cinéma. Et c'est hyper. Enfin, je sais pas, genre. J'aime trop cette chaîne, voilà, c'est hyper intéressant.
Donc en chaîne YouTube, c'est les 2 chaînes YouTube que j'ai saignées en dehors de la chaîne YouTube de Clément Viktorovitch. Mais bon, Clément, il fait surtout de l'actu. Le film est top. Ah, tu l'as vu, c'est Alima? Ok, bah j'ai super envie d'aller le voir. En plus, le sujet est hyper intéressant et la vidéo d'Histoire Crépue était intéressante. Je sais plus il y a un autre média qui a fait un truc sur Fanon, mais je l'ai pas vu. Mais en tout cas, là, c'était hyper bien. Et surtout, en fait, si cette chaîne, elle me plaît beaucoup parce qu'elle permet de faire un travail que l'école ne fait pas, c'est le devoir de mémoire sur l'histoire coloniale de la France. Vaste sujet, hein. Euh, Et bon, bah, faut le faire. C'est hyper important. Et j'avoue que c'est... euh, c'est hyper important pour moi de faire ce devoir de mémoire. Et aussi d'apprendre ce qui s'est passé. Parce que genre, bon... voilà quoi. C'est bien rigolo de marrer devant... Ah, comment ça s'appelle? Au service de la France qui parle de cette période décoloniale sur fond d'humour, mais il y a un moment, il faut aussi se pencher sur les réalités, quoi. Donc bref, Histoire Crépue, j'aime trop. Voilà, voilà. Donc après, on va passer au documentaire. Ça va pas être hyper fun, pour le coup, parce que j'ai vu le fameux documentaire Netflix de Rockstar à tueur, le cas Quanta. Vous ne voyez rien, évidemment, puisque l'écran Netflix est beaucoup trop grand. Voilà. Très bien. Ah oui, c'est vrai, sur Netflix, ça floute, vous voyez pas, il y a le visage d'une femme. Si, c'est bon, vous voyez. Pourquoi je l'ai vu? Bah tout simplement parce que je crois qu'il était temps d'avoir enfin, j'ai envie de dire, un point de vue féministe sur l'affaire Quanta. J'ai trouvé ça très très bien fait. Vraiment très très bien fait. Cette manière que la journaliste a eu de, en fait, replacer bah, elle a remis l'église au milieu du village, quoi, en gros, en disant, en fait, c'est un putain de féminicide et il y a un moment, faut arrêter. Voilà, c'est tout. Donc j'ai trouvé ça assez bien fait pour être une très grosse consommatrice de true crime et d'affaires en tout genre sur Netflix. Je trouve que ça fait partie des... Je trouve toujours que les docu-crimes Netflix sur des affaires françaises sont hyper bien faits. Je me souviens de celui sur Monique Olivier et Fourniret que j'avais trouvé extrêmement bien fait aussi. C'était hyper intéressant. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir comme les femmes qui ont vécu l'affaire à l'époque étaient capables de dire euh, qu'effectivement, elles n'ont pas pris en compte. Je remarque que je vous ai absolument pas. Ouais. Qu'elles n'ont à l'époque pas pris en compte la dimension euh, de l'affaire et qu'aujourd'hui elles se rendaient compte avec le mouvement MeToo et la nouvelle vague de féminisme, en fait, la vraie teneur de ce cas-là, où une grosse majorité d'hommes étaient en mode Bertrand tranquille, voilà, il a fait sa peine de prison, c'est ok. Et au milieu de ça, il y a Lio, cette queen absolue qui, en fait, depuis le début, prend la défense de Marie Trintignant. Et ça fait du bien de voir qu'aujourd'hui, ça y est, elle est enfin prise au sérieux grâce à ce documentaire. Et c'est vrai qu'après, j'ai regardé pas mal des interviews qu'elle a faites où elle est, mais la queen, quoi. Sur les plateaux télé, quand elle en parle, etc., on sent que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touchée, d'autant elle a témoigné elle-même avoir subi euh, elle a subi elle-même des violences conjugales. Donc c'était hyper intéressant. Alors, je vous lis un petit peu, pardon. Dans l'ensemble, vous êtes tous d'accord sur le fait que c'est un très bon docu. Lio, la queen intemporelle. Ouais, voilà, Lio trop forte. Meredith. Faisait du bien, oui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont appris toute l'histoire avec Christina Radi. Ah, moi, je connaissais pas du tout l'histoire de Christina Radi. Et Euh, c'est assez... ça fait assez... Enfin, il y a vraiment un électrochoc parce que on comprend en fait tout l'aspect prédation de ce mec, etc. Euh, du coup, j'avoue,
En plus, je sais pas vous, parce que je pense qu'on a tous à peu près le même âge là sur le stream, euh, entre 25 30 ans, peut-être un petit peu plus. Moi, j'ai grandi avec cette affaire Quanta où on disait juste. Enfin, on disait juste non. En fait, le mec était défendu par les médias, mais aussi dans le discours général et sociétal. Euh, on avait beaucoup plus. Ah, désolée, Salima, tu n'as pas 70 ans non plus. Enfin, peut-être qu'il y a des gens de 70 ans sur le stream, ceci dit. Mais je reprends ce que je disais. Ouais, il y a ce truc. 44. Eh ben écoute, peut-être que ceci dit, t'as eu la même approche que nous, moi, je ne sais pas sur cette affaire, mais moi c'était vraiment ce truc où le mec était absolument pas condamné par la société. Euh, Ce qu'il a fait ne semblait pas poser problème et sa peine de prison sonnait plus comme une terrible punition qu'autre chose. Et en fait, le gars était toujours excusé, et puis son statut de star, etc., blablabla, je sais pas quoi. Moi, j'avoue, Noir Désir, j'ai jamais trop aimé, donc rien à foutre, en vrai. Et si j'avais aimé, je pense que j'aurais fait comme la plupart des artistes que j'écoute et qui sont accusés ou qui sont condamnés, genre j'écoute plus, donc ça aurait dégagé quoi qu'il. Mais il y avait vraiment un discours en fait populaire qui faisait que le mec était absolument pas, enfin on prenait absolument pas au sérieux la teneur de la violence qu'il a fait subir aux femmes qui l'ont entouré, parce qu'on parle de Marie Trintignant et de Christina Radi dans le docu, mais ils évoquent aussi le fait qu'il y aurait eu des petites amies dans le passé, donc genre bref, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien fait, euh, avec une certaine pudeur mais aussi beaucoup d'exactitude. Très très bien, je le recommande, c'est sur Netflix, bien joué. Après, j'ai défoncé des trucs sur Arte. J'ai pas de visuel à vous montrer, mais j'ai vu comment ça s'affiche. Ouais, c'est bon, ça va. Femme prêtre, vocation interdite, qui évoque le fait qu'il y aurait bah voilà, on compte aujourd'hui 300 femmes prêtres malgré le veto du Vatican. Alors j'avoue, au début, je l'ai regardé et j'étais là avec mes perspectives féministes, des fois un peu keblo, et c'est bien que je regarde des trucs comme ça pour me sortir un peu de mes trucs keblo, en mode qu'est-ce que vous nous saoulez? De toute façon, la religion catholique n'est pas une religion en faveur des femmes, c'est une religion profondément misogyne, etc. Et en même temps, en écoutant les femmes qui parlent du fait qu'elles veulent devenir prêtres, je me suis aussi dit, en même temps, Ariane, il y aurait peut-être des femmes dans l'église et au Vatican, ce serait peut-être un peu moins miso, quoi. Mais depuis Vatican II, il n'y a rien eu. On n'est pas sur un Vatican III, puisqu'on vient d'avoir a priori aujourd'hui un nouveau pape. J'ai appris la nouvelle tout à l'heure. Voilà, ils ont balancé la fumée blanche du Vatican et le conclave est fini. Ceci dit, c'était très intéressant de voir comment ces femmes, en plus c'est une femme qui veut être prêtre, qui fait le documentaire et qui interroge du coup des prêtres, des évêques, des abbés, etc. sur le fait qu'elle voudrait devenir prêtre, et à chaque fois l'excuse qu'on lui donne c'est oui mais si Dieu peut peut-être vous donner une mauvaise idée de votre vocation, blablabla. Bref, super intéressant, mais après c'est peut-être un truc hyper niche qui m'intéresse moi. Et voilà, et du coup, un peu sur le même sujet, j'ai vu le docu d'Arte Irlande, le linge sale, 1, 2, 3, de l'église Les Blanchisseuses de la Madeleine, qui raconte comment pendant près d'un siècle, euh, beaucoup de femmes, de petites filles en fait, ont été envoyées dans des couvents en Irlande parce qu'elles étaient issues de relations en mariage, elles étaient nées de mères adolescentes ou d'adultères, etc. Donc les familles s'en débarrassaient et les envoyaient dans des couvents. Et en fait, elles se sont retrouvées dans des situations d'esclavage absolument terribles. Et ça a duré jusqu'en 96. C'est pas si lointain. Voilà, c'était très intéressant parce qu'on a les témoignages du coup de personnes qui l'ont vécu puisque ça s'est fini en 96. Et c'était des jeunes filles qui ont vraiment été éduquées, enfin éduquées, non, elles ont été esclavagisées très jeunes. C'était très intéressant. Voilà. J'ai vu le docu Trafic humain, le clan des Nigérians. Euh... 1, 2, 3.
voilà, je vous mets la description, qui rejoint des recherches que j'avais faites sur le fait qu'une grosse partie de la prostitution actuellement en France et en Europe vient en fait d'un trafic humain de femmes issues du Niger. Euh, C'était hyper intéressant d'avoir les témoignages de ces femmes en fait qui l'ont vécu et d'avoir aussi des témoignages de femmes qui aident d'autres femmes à sortir du système prostitutionnel et de mettre en place des choses pour aider ces femmes et pour arrêter ce trafic d'êtres humains absolument horrible. Euh, le fonctionnement étant toujours un peu le même, comme ça a été à une époque, beaucoup de femmes qui venaient de l'Est euh, de l'Europe. Là, c'est des femmes qui viennent du Nigeria. Et en gros, on leur vend monts et merveilles quand tu vas venir en Occident, quand tu vas venir en Europe, etc. Ça va être super. Et en fait, elles se retrouvent dans le système prostitutionnel. Elles sont sans papier. Elles peuvent pas demander l'asile, etc. Très compliqué. Voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, je conseille. Il est super bien. Voilà. Et j'ai aussi vu beaucoup plus tranquille, hein, un documentaire sur Gabriele Monteur qui est actuellement exposé dans je ne sais plus quel musée parisien. Bah, c'est écrit là. L'exposition que le musée d'art moderne de Paris lui consacre jusqu'au 24 août 2025. Suffisait de lire. Voilà. Documentaire biographique sur Gabriele Monteur, du coup, qui était l'amante de Kandinsky, si ça vous intéresse. Voilà, voilà, voilà. Du coup, autre truc drôle, pour mes recherches, j'ai dû regarder ma première pièce No. Le No, c'est une forme de théâtre au Japon. Je vous replace, je vais juste vous mettre un extrait très court, hein, parce que c'est très très long. La pièce originale, elle fait peut-être 3 pages. Et là, on est sur 54 minutes de visionnage. Faut que je réduise encore mon écran, j'ai la flemme. Pourquoi je ne m'organise pas mieux pour mes streams? Après, vous aimez bien peut-être ce côté artisanal, un peu meuf qui sait pas streamer. C'est peut-être stylé, non? Je sais pas, je pense pas. Une adaptation à la Zack Snyder, ça. En vrai, je vous mets le contexte un peu de la pièce quand même, que vous ne soyez pas perdus, parce que n'importe qui le serait, hein. La pièce s'appelle Agoromo et ça raconte l'histoire. C'est très intéressant. Donc ça, du coup, attendez, je vous remets le contexte. J'ai utilisé cette pièce pour travailler sur les préfaces de Kisho Tenyo de Hakimi Yoshida. Agoromo, c'est l'histoire d'une Tenyo, du coup, qui est une sorte d'ange féminin au Japon, dans les légendes japonaises, qui... Trouve tes mots, 1, 2, 3. Putain, j'ai bugué. Qui descend du ciel, et en descendant du ciel, elle va poser sa robe de plume. Agoromo, ça veut dire robe de plume. Euh, pour se baigner ou je ne sais quoi, profiter des joies terrestres. Et un pêcheur va lui voler sa robe de plume. Et donc elle va le convaincre de récupérer cette robe de plume pour pouvoir retourner dans les cieux, dans les sphères célestes et vivre sa vie de meuf pas humaine, quoi. Donc, moi j'avais jamais vu de No. J'ai découvert le No et j'aimerais vous faire découvrir un petit peu de No avec moi. Comment on chope ça? Pourquoi c'est comme ça maintenant? Voilà. Allez. C'est une des formes les plus anciennes de théâtre au Japon. C'est hyper intéressant, hein. Mais c'est particulier. Alors, oh là,
La flûte, c'est important dans le no. Voilà, bon là vous avez zéro contexte, vous devez vous dire ok chelou. En vrai c'est hyper intéressant, c'est une forme de théâtre japonais que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, que je découvre et que je trouve intéressante, qui a plein de pièces fondatrices dans l'histoire de la littérature du Japon. Donc du coup voilà, Euh, je me culture beaucoup beaucoup. Et c'est un théâtre qui n'est joué que par les hommes. Donc les hommes jouent aussi les rôles féminins comme dans le théâtre kabuki. Voilà, mais juste, je voulais montrer parce que c'est quand même pas courant de ce zéro complexe, zéro code culturel. Je ne doute pas que ce soit hyper intéressant. Non, mais même moi, je me suis lancée dedans, j'avais zéro contexte et zéro code culturel. Hein. Mais genre, le no, ça arrive, je crois, 15e, 16e siècle. Agoromo, c'est écrit par un des plus grands auteurs de l'époque, Zaemon. Euh, qui a écrit des tonnes de pièces no. Et en gros, c'est un théâtre très statique, en fait, où vous avez vu la scène, y a deux entrées, il y a beaucoup de musiciens, il y a très peu de personnages. Et en fait, tous les dialogues sont chantés comme on l'entend là. Donc c'est hyper particulier. C'est comme les gens qui découvrent comment ça s'appelle ce truc, les théâtres, les 1, 2, 3. Les... Oh, le manga, c'est... Attendez, j'ai tout perdu. Euh, le manga, c'est... Le Rakugo. Putain, j'ai le cerveau qui fonctionne à l'envers ce soir. C'est un peu comme le Rakugo, en fait, c'est très particulier, c'est une forme très particulière de théâtre. Mais bref, c'était intéressant, en même temps, drôle d'incursion dans ce truc, mais bon, au moins ça m'a servi pour me préface, quoi. On est content. Et aussi, je voudrais vous présenter, et après on pourra passer au bouquin que j'ai lu. J'ai découvert une artiste australienne dont j'adore le travail. J'ai spammé sur Instagram quand je l'ai découverte. C'est Anaëlle Anelia Pavlova, euh, qui fait des choses absolument merveilleuses. Voilà. Elle a une peinture, ce qu'on appelle la peinture contemporaine, hein, mais qui mélange. Elle travaille beaucoup autour de la musique, en fait. Elle adapte beaucoup de ses travaux et de ses peintures à partir de morceaux de musique essentiellement classiques. Euh, Ah non, mais Pinterest, c'est chiant. Euh, Vas-y, donnez-moi un peu d'images de haute qualité quand même. Non, je veux pas enregistrer. Euh, elle a un univers très spirituel, gros travail sur les couleurs, c'est assez psyché. Ah oui, tu l'avais partagé sur Insta, je crois. Super... Ouais, ouais, j'ai complètement partagé sur Insta. En général, quand je trouve un ou une artiste que j'aime, je surpartage sur Insta. Euh, J'adore son travail. Là, vous voyez, elle reprend des codes très connus de la peinture religieuse. Et en même temps, il y a quelque chose de très surréaliste dedans. Et les couleurs sont trop belles. Et genre, j'adore. Et quand j'adore, je veux partager. Parce que vous méritez bien de voir des jolies choses aussi. Hein? On n'est pas là que pour parler de la Snyder's Cut que j'ai pas aimée. Euh, Si ça vous intéresse, moi je vous conseille de regarder son travail sur internet. Parce que elle a un site. Ben, en fait, j'aurais dû aller sur son site, c'était beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi je me fais chier là. Non, mais pourtant, je me suis préparée hein, sur ce stream, je vous jure. Hein. Il est là, son site. Euh, Elle a pratiquement tout référencé sur son site internet, de toute façon, donc vous ne vous serez pas perdu. Attendez, je vous agrandis un petit peu l'écran. Voilà, 1, 2, 3. Voilà, c'est mieux. Encore un petit peu. L'organisation. C'est chaotique, voilà. C'est beaucoup mieux. Une peintresse qui bosse beaucoup autour de la musique. Oui, mais je sais, tu vas me parler d'Expédition 33. Clair-obscur. Je n'y ai pas joué encore.
Mais je sais. Je n'y ai pas joué encore, c'est prévu. Je pense qu'on le fera en live, mais comme tout le monde est en train de le faire, je vais arriver après la bataille comme d'habitude et du coup ça n'aura aucun intérêt. Ah oui, il faut jouer madame, mais je sais qu'il faut y jouer. Mais j'ai eu la terrible idée de relancer Sea of Thieves, de relancer une partie de Baldur's Gate parce que ça manquait grave et que j'ai absolument pas avancé sur la partie Sombre Pulsion non plus. Hein. Euh, Et je n'y ai toujours pas joué. Voilà. J'ai pas eu le temps, j'ai travaillé, d'accord? Il vient de sortir. Mais oui, je vais le faire. En plus, tout le monde m'a dit, oui, Ariane, c'est trop ton univers esthétique, ça va trop te plaire, etc. Blabla. Mais voilà, je... Non. Voilà. Tiens, tenez. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. J'adore ce qu'elle fait. Oh, c'est magnifique. Allez regarder le travail de Anelia Anaël Pavlova, s'il vous plaît. C'est trop joli. C'est trop, trop joli. Voilà. Donc pour les jeux vidéo, je n'ai pas joué à de nouveaux jeux, donc je n'ai rien à vous présenter. Du coup, comme je disais, j'ai relancé Sea of Thieves et je me suis relancée dans Baldur's Gate. Je fais une partie où je suis occultiste, jamais fait, mais comme... Mais voilà. Donc on va passer au bouquin. J'ai lu que des mangas. Et pas tant de mangas que ça. Ça va être assez rapide. Je pense qu'à 22h30, vous êtes tranquille. Vous pouvez aller faire votre petit dodo, votre beauty sleep. J'ai pas lu de poésie. Genre vraiment, j'ai tellement... Par contre, j'en ai lu hein, des mangas sur lesquels j'ai travaillé. Genre Akimi Yoshida, il y a un bouquin, j'ai dû lire la série 4 fois. 3 fois 4 fois. Je sais plus. Beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois. Mais de toute façon, jeux vidéo. Si je suis pas trop une flemmarde et si je tombe pas malade, mardi soir prochain, on va reprendre les mardis indie où je joue à des jeux indés et il y en a un que je vais essayer depuis un moment donc on va essayer. Mais je pense pas me lancer dans. Ah si, peut-être je me lancerai dans Clair Obscur. Ah, je sais pas. On verra, on verra. Bref, sur mars et avril, je vous fais ça pas du tout dans l'ordre, parce que je me souviens pas de l'ordre. Attendez, je vire mon bordel. Peut-être qu'il y a des titres qui vont résonner pour vous. Alors déjà, avant de vous parler des mangas, il est sorti, là, vous le voyez, Animeland, numéro spécial 250, sur... Qui c'est ça? Qui est cette beauté infinie? Chat, je te laisse répondre. Tant que tu réponds pas, je te laisse son visage merveilleux en gros plan. Qui c'est ça? Cette blonde famélique. Incroyable. C'est Oscar! Tout à fait, Oscar François de Jarjaillès, Lady Oscar, qui fait la une du nouveau Animeland. Je n'ai jamais acheté Animeland jusqu'à aujourd'hui, mais il y a Théodore Pralinus et Julia Popek qui ont écrit des articles. C'est consacré essentiellement à Oscar, du coup. Ma chérie. Et au shoujo manga, hein? Il est temps, mettons en avant le shoujo manga. Donc voilà, merveilleux. Gros dossier. Hyper intéressant. Ça... Et il y a aussi une nouvelle inédite de Eiko Hanamura, une mangaka dont on a un titre qui a été publié en France. Et qui est... Comment s'appelle le Eiko Hanamura qu'on a eu? Autant en emporte la brume, je crois, édité chez Akata, collection Héritage même. Donc voilà, c'est sorti en avril. Il sera en kiosque jusqu'au mois de juin. Foncez si Oscar vous intéresse, si le shoujo manga vous intéresse. Ça vaut grave le coup, les articles sont très bien écrits, tout est très intéressant et c'est un bon lot de consolation face à cette nouvelle adaptation de La Rose de Versailles un peu chaotique. Voilà. Donc, lecture. Oh, la meuf se redresse. Excusez-moi, je suis vieille, j'ai mal partout. J'ai lu. Je vous fais pas les séries dont j'ai juste continué les tomes hein, et que je vous ai déjà présenté, genre... On s'en fout. J'ai lu. Les 5 tomes de My Happy Marriage.
adapté d'un light novel, je crois. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Excusez-moi. Pardon, chat. Et qui a aussi une adaptation actuellement sur Netflix. C'est une série, c'est une romance fantastique où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mio, qui va être qui se retrouve à devoir épouser un militaire qui s'appelle Kyoka, qui a une réputation d'être quelqu'un de très froid, de très désagréable, etc. Les deux vont se rapprocher et en fait, je veux pas trop vous spoiler, mais il y a un peu des trucs fantastiques, des histoires de magie, de pouvoir, d'esprit, des trucs un peu comme ça. Et c'est aussi très intéressant parce que Mio vient d'une famille extrêmement violente, bourrée de violences intrafamiliales. Donc on va suivre aussi sa reconstruction en ayant quitté sa famille pour aller épouser cet homme. On n'est pas du tout par contre sur un discours en mode l'amour ça va lui permettre de s'émanciper. Au contraire, le mec est là et il veut pas prendre trop de place pour lui permettre elle de s'émanciper sans forcément qu'il ait un impact là-dessus quoi. Il lui donne une liberté qu'elle n'avait pas avant. Il est là sans imposer quoi que ce soit. Et ça fait du bien. Genre, vous voyez, c'est pas ce discours de la meuf, l'amour lui permet de devenir quelqu'un. Non, vraiment, leur relation met beaucoup de temps à se développer. Et c'est. Bref, c'est trop bien, j'ai adoré. J'aime trop les romances. Voilà. Donc, petit bonheur. On est très très loin. Comment dire la série animée est beaucoup plus avancée. Et si je peux me permettre ce comparatif, je trouve que la Mio du manga est beaucoup moins mièvre que la Mio de l'anime. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, je la trouve plus intéressante dans le manga que dans l'anime. Ça m'empêche pas de lire l'un et de regarder l'autre, mais je trouve que c'est plus intéressant dans le manga. Et j'aime vraiment ce côté où le soutien que lui apporte son compagnon euh, lui permet de s'émanciper, de trouver sa place, de faire des choses qu'elle aime et qu'elle a envie de faire. Alors même s'il y a aussi ce côté où elle a envie de faire ses preuves, on sent que c'est quelque chose qu'elle fait pour elle. Euh, et parce qu'elle veut avoir, ouais, elle veut trouver sa place. Et genre, j'aime trop. Voilà. Je me suis lu un petit Tezuka, Sarutobi. Je crois qu'il n'est plus dispo, c'est édité chez Cornelius. Ah, Not the best Tezuka of the world, qu'on se le dise. Vous résumez ça, en gros, Sarutobi, c'est un jeune garçon. Alors, si, petit disclaimer avant de commencer. Comme beaucoup de Tezuka, on est sur pas mal de trucs hyper anachroniques par rapport à l'époque traitée. Là, on est sur l'époque du shogun. Donc, on est plutôt au XVIIe siècle. Mais les personnages ont des permis de ninja pour faire de la magie ninja. Bref, c'est pas grave. C'est juste, c'est un bouquin pour enfants, je pense à la base. Je sais plus quelle est la tranche d'âge, mais je crois que c'est pour les gamins. Mais j'aime bien, moi, lire ça d'habitude. Là, c'est pas mauvais, c'est pas le meilleur Tezuka que j'ai lu, mais en gros, on suit un jeune ninja qui veut se battre contre les samouraïs qui oppriment les paysans et les couches les plus pauvres de la population, en fait, hein, tout simplement. Euh, Pas mauvais, pas incroyable. C'est vrai que pour le coup, je trouve que Kamuden est peut-être un peu plus intéressant. Je suis désolée si vous entendez des grattements. Il y a ma fille qui est en train de faire ses griffes sur un fauteuil. Euh, Après, il y a comme toujours chez Tezuka de très jolies pages. J'essaie de voir si... Je vous ai pas montré de page de My Happy Marriage. En même temps, c'est très générique, mais il y a des pages qui sont très chouettes quand même. Mais bon, en fait, je vous cache pas que en ce moment, je fais un truc, c'est que j'essaye de lire à peu près tous les mangas. J'ai une centaine de titres en fait dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu. Donc j'essaye d'en lire un maximum pour pouvoir faire du tri. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tezuka que j'ai pas lu. Et donc je me donne un peu comme objectif de lire tous ces Tezuka sur l'année 2025 pour pouvoir faire une vraie curation des titres que j'ai de lui. Et pas tout garder juste parce que c'est Tezuka quoi.
Il n'y a que pour Moto Hagio que je suis prête à tout garder parce que c'est Moto Hagio. Ou Akimi Yoshida. Mais bref, chouette lecture, ceci dit, mais pas transcendant. Au club de lecture, au mois d'avril, attendez, non, de mars, nous avons lu Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. C'est un manga bichrome qui est en rose et blanc, rose et noir. Voilà. Manga autobiographique où on va suivre une jeune femme qui découvre sa sexualité. Dans la fin de la vingtaine, elle comprend qu'elle est lesbienne et on va aussi suivre son parcours avec la dépression, l'anorexie et toutes ces choses-là. C'était un récit pas hyper facile. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais ça m'a pas transcendé non plus parce qu'en fait, je suis sortie de ma lecture, j'avais le cafard. Parce que les troubles du comportement alimentaire, la dépression, les insomnies, etc., c'est des choses qui sont peut-être un peu trop encore euh, qui font un peu qui me rappellent peut-être un peu trop ma vie pour que j'arrive à avoir un vrai détachement. En même temps, j'ai de l'empathie aussi, c'est pas plus mal. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui l'ont lu, mais elle a écrit d'autres récits sur son alcoolisme ou des choses comme ça. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Au CDL, on était plutôt assez d'accord pour dire que c'était un chouette bouquin. Euh, Et il faut savoir qu'elle fait partie de ces mangaka qui ont été d'abord connus sur les réseaux sociaux et qui après ont pu être publiés en format papier. C'est édité chez Pika Graphique. Je crois qu'il est à 16 €. Voilà. C'était vraiment pas mal. Non, ça, je vous le garde, ça, pour le dernier. J'ai commencé, mon amie Chiara m'a prêté euh, Irayasumi. Attendez, organisation. Irayasumi de Keigo Shinzo. Série encore en cours de 7 volumes pour l'instant, ou 8, je ne sais plus exactement. C'est des récits tranches de vie. J'ai lu pour le moment que jusqu'au volume 3 et je compte le finir. Je compte finir le manga ce week-end parce que faut que je le rende à Kira. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Il serait temps que je lui rende ses trucs. C'est trop bien. On suit en fait alors comment il s'appelle, Hiroto Ikuta, 29 ans, friteur. Alors un friteur au Japon, c'est un mec qui vit de petits boulots et qui fait pas grand chose de plus. Qui reçoit en héritage une petite maison plein pied, qui va faire sa vie là-dedans et en fait on va suivre lui, son entourage et la vie qu'il mène. C'est un mec hyper chill, qui s'énerve rarement. Et c'est juste de la tranche de vie comme j'aime, où ça fait la cuisine, ça se balade, ça vit des choses au quotidien, ça prend plaisir dans les petits détails de la vie. Euh, voilà. Euh, c'est trop chouette. Et en plus, une des particularités du personnage, c'est qu'il s'entend toujours très bien avec les personnes âgées. Et c'est trop mignon. Vraiment, j'aime beaucoup ce manga. Faut que je le finisse. Et je pense que de toute façon, je me l'achèterai parce que il y a plein de gens qui en parlent sur internet de ce manga. Et c'est vrai qu'il a ce côté où il donne la banane, quoi. Donc, faut que j'avance. J'ai lu les 3 premiers tomes. Pardon, je vous montre à l'envers. J'ai lu les 3 premiers tomes et c'est très très bien si vous voulez un truc chill, tranche de vie avec des personnages bien écrits, beaucoup de douceur. Il y a beaucoup d'humour aussi, c'est très très drôle. Ça fonctionne super bien. J'ai beaucoup aimé. Je vais finir ça ce week-end et les rendre à Chiara. La pile commence à être haute. Chiara m'a prêté autre chose. C'est pas un manga, c'est un manhwa. C'est une version papier d'un webtoon qui s'appelle Navilera Like a Butterfly. J'ai j'ai pas aimé. En gros, on suit un monsieur qui est à la retraite et qui a passé sa vie à se consacrer à son travail pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants, de sa femme, etc. Et un jour, du jour au lendemain, il annonce à sa femme et à sa famille qu'il veut essayer le ballet et la danse classique. Euh, En soi, c'est pas mauvais. C'est juste que ça m'intéresse pas. Genre,
Ça a tout pour être cool, mais je suis pas hyper fan du dessin. Euh, J'accroche pas des masses au personnage. Donc j'ai pas continué, j'ai lu 2 tomes, 1 ou 2 tomes, je sais plus. Et bon, j'accroche pas assez. Euh, voilà. Euh, mais en soi, c'est pas mauvais, c'est juste que ça me plaît pas. Et j'avoue, j'ai beaucoup de mal à lire sur papier des webtoons. C'est un truc où le webtoon, ça se scrolle. C'est le truc que tu as sur ton téléphone et tu scrolles. Et j'adore ce format parce que ça permet de faire de très belles pages en longueur, etc. Et j'avoue, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, les adaptations de webtoon en format papier, format BD, de chez BD comme ça, où ils refont tout le découpage et tout, j'ai vachement de mal en fait. Euh, Peut-être que je le continuerai peut-être je le continuerai sur Webtoon, enfin en format plein pied, etc. Mais en papier, genre vraiment, déjà je trouve que c'est des ouvrages qui sont très très lourds, qui sont très chers. C'est 14 balles les 200 pages, quoi. Bon, vous me direz, dans le manga aujourd'hui, on a 14 balles, 200 pages noir et blanc aussi, mais j'aime pas ça, je sais pas pourquoi, la prise en main me plaît pas, j'aime pas tourner les pages, et l'air de rien, pour moi, c'est des détails qui sont hyper importants quand je lis, et le découpage me... Bah, en fait, le webtoon, vu qu'on scrolle, c'est pas fait pour être lu comme ça, et du coup, les découpages sont pas toujours pertinents, et ben, pour aimer la BD, pour aimer le manga, pour aimer lire des comics, genre bah, quand un découpage il est pas bon, ça se sent, je trouve, dans la lecture. Il y a plusieurs fois où en lisant, j'aimais pas quoi. Voilà, mais c'est pas grave. Et pour finir, sur une note de joie et de bonne humeur, mon coup de cœur pour le moment de l'année, ce chef-d'œuvre de Daisuke Igarashi, Les Enfants de la Mer. Vous avez peut-être vu le film, parce qu'il y a eu une adaptation très réussie. Euh, c'est mon troisième Daisuke Igarashi. Je pense qu'il est en train d'entrer dans mes mangaka préférés de tous les temps. Vraiment, avec ce titre. C'est d'une beauté. En gros, pour vous résumer l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Ruka. On est à l'été. Elle vit dans j'allais dire une ville côtière, oui, du Japon. Son papa travaille dans un aquarium. Elle se fait virer de son équipe de handball. Elle a rien à faire de son été du coup, parce que c'était sa seule activité pour l'été. Et elle va rencontrer en fait 2 garçons qui, paraît-il, seraient nés dans l'océan et élevés par des lamantins. Pas sexy dit comme ça. Je été élevée par des lamantins. C'est un manga. Je vais vous montrer les planches parce que c'est à couper le souffle. C'est un manga, comme beaucoup de mangas de Daisuke Igarashi, qui parle de rapport à la nature. C'est très écologique sans dire le mot écologie. Pardon, la bouteille grince. Euh, Ça aborde le rapport de l'être humain à la nature et la manière dont on appréhende cette nature. Daisuke Igarashi, je crois que c'est un de ses... À chaque fois que j'ai lu des mangas de lui, c'est toujours un sujet qui est prégnant dans ses mangas. J'ai lu Petite Forêt, c'est une jeune fille qui retourne vivre à la campagne et qui va se réadapter à sa vie à la campagne et revivre au rythme des saisons, de la ville et revivre dans une forme d'autosuffisance. Donc voilà, on avait déjà ça. J'ai lu d'autres titres, d'autres ouais, d'autres mangas dont les titres me reviennent pas, mais notamment un recueil de nouvelles où c'était pareil, c'était le rapport de l'humain aux animaux. Et Les Enfants de la mer, du coup, c'est, comme le titre l'indique, le rapport à la mer, à l'océan. Et en fait, Ruka, quand elle rencontre ces 2 garçons, va réaliser que ils auraient un lien avec une prophétie liée à la mer et aux animaux dans la mer. Et pendant 5 volumes, on va suivre ça. J'essaye de vous trouver genre des planches magnifiques. Oh, c'est trop beau. Faut vraiment que je mette ma caméra zénithale un jour.
pour pas avoir à ouvrir les mangas comme ça devant vous et que ce soit net. C'est magnifique. Je pense, Meredith, si tu es encore là, que ça pourrait être quelque chose qui pourrait te plaire. Euh, J'essaye de vous trouver d'autres pages. Oh, je mets dans ma liste, les Lamentins m'ont convaincu. Bah voilà. Et c'est très très beau parce qu'en fait, tout, tout est, tout est lié au rapport à l'océan, à la nature. Ça parle beaucoup du ciel. Il y a beaucoup de liens aussi avec la spiritualité japonaise. C'est hyper intéressant. J'essaye de vous trouver des pages en même temps que je vous parle. Hein. Euh, et franchement, si vous voulez pas vous lancer dans le manga, ce qui serait une erreur à mon sens. Vous avez toujours l'adaptation animée qui est très belle avec une musique de Joe Hisaishi, donc le compositeur attitré ou presque de Miyazaki, donc ça vaut toujours le coup et c'est très bien animé, c'est très beau. Je vous montre d'autres pages. Voilà. Euh, Moi, ça m'a juste donné envie, si vous voulez, de me lire absolument tous les Igarashi et de faire un épisode du podcast sur son travail parce qu'à chaque fois que je lis un de ses mangas, je trouve ça génial. À chaque fois que je regarde ses planches, je trouve ça magnifique. Il fait beaucoup de planches à l'aquarelle aussi. Je veux absolument un artbook. Si quelqu'un va au Japon, trouvez-moi un artbook de Daisuke Igarashi, s'il vous plaît. C'est vraiment... En plus, cette année, c'est l'année de la mer. Comment ça, c'est l'année de la mer? J'ai raté un truc. Je suis pas au courant. Ah, je vous cherche des planches. Oh, c'est trop beau. Et en fait, j'avoue, le manga fonctionne très très bien sur moi aussi parce que j'ai toujours aimé l'océan et la faune océanique en fait. Je crois que les documentaires sur lesquels je pleure le plus, ce sont des documentaires sur des animaux de la mer. J'ai chialé devant devant des pieuvres. Voilà. Parce que c'était beau. Je suis ce genre de personne. Voilà. Un documentaire sur la mer, vous me comptez dedans. Je trouve ça trop beau. Je comprends pas pourquoi je me suis toujours pas mise à peindre ce genre d'univers. Il faudrait que je le fasse. Euh, Oh là 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 là. Mais je sais pas, j'adore. Et les enfants de la mer, pour le coup, ça me parle à fond à ce niveau-là parce que c'est sublime. Je veux pas trop vous en dire sur le synopsis parce qu'en vrai, c'est. Déjà, c'est un peu compliqué comment dire, à expliquer. Et je pense qu'il faut que vous le découvriez parce que je pense que c'est vraiment pas ce à quoi vous vous attendez. Je vous montre une autre planche, enfin d'autres planches. Regardez-moi ça comme c'est beau. Genre les poissons des abysses et tout, c'est pas genre les trucs les plus beaux du monde. Moi vraiment j'aime trop. Donc voilà, c'est 5 tomes, Les Enfants de la Mer, 5 tomes de... Je sais pas combien il y a de pages, 300, 350. Ouais, entre 300 et 320. C'est trop beau et je suis trop contente de l'avoir lu. Presque un peu triste de pas l'avoir lu en été. Parce que lire ça en hiver, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais en même temps, du coup, j'étais à la plage dans ma tête. Il y a plein d'événements et de colloques scientifiques et de sommets internationaux organisés à Nice cette année sur la conservation des écosystèmes marins. Oh, trop cool! J'aime trop, trop bien. Ok, et ben je regarderai s'il n'y a pas des trucs qu'on peut voir en ligne de ça. Ça peut être super intéressant. Euh, Voilà, en fait, j'ai fini. J'ai En musique, j'ai pas écouté des trucs. Si, j'ai écouté le nouvel album de Tamino que j'aime bien. Mais sinon, pas de trucs. Enfin, si, en plus, je suis grave une mytho. Il y a le nouvel album de Ghost qui est sorti, que je vais voir en concert dans 5 jours. 5 jours? Ouais, c'est ça. Qui est chouette. J'ai pas écouté le nouveau Lady Gaga, je peux pas vous donner mon avis. Lana Del Rey, elle est en train de préparer un nouvel album, mais j'ai rien écouté, je veux la surprise. Et je trouve que c'est dur de vous parler de musique, du coup, ouais. Voilà quoi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir été présent et présente sur ce retour des lives. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un